Voici le débat du jour. L'école française a-t-elle succombé à la théorie du genre? Débat relancé par le pape François qui a accusé les manuels scolaires français de propager cette théorie du genre, de chercher à gommer les différences entre filles et garçons. Pour en débattre avec nous en studio, Caroline Dehaze. Bonjour. Bonjour. Vous êtes féministe et cofondatrice d'Oser le féminisme. Et face à vous, Tugdual Derville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Alliance Vita. Une question pour vous d'abord, Tugdual Derville. Question sur un commentaire de Najat Vallaud-Belkacem ce matin qui dit que le pape se laisse embarquer par des intégristes. Est-ce que vous vous sentez visé par ce terme d'intégriste? Non, je crois que c'est l'étiquette qui vise à décrédibiliser. Je pense que il y a un déni monstrueux et au fond, plutôt que de réfléchir si cette théorie existe ou pas, il faudrait voir si elle est bonne ou pas. Mais quant à affirmer son existence, il suffit de voir ce que Najat Vallaud-Belkacem elle-même disait en 2012, avant le grand mouvement social qu'elle a déclenché par ce type de propos. Les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. Il faut profiter de cette porte entrouverte de l'égalité filles-garçons à l'école pour y glisser la question de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre. Elle est l'une des promotrices de ce que moi j'appelle, avec d'ailleurs sa fondatrice Judith Butler, le trouble, le gender trouble, le trouble, instiller un trouble. Une chose, et je crois que d'ailleurs c'est ce que le pape François a dit, si j'ai bien compris, une chose est d'accompagner les personnes qui souffrent de troubles dans leur identité, dans leur orientation. Une autre chose est de faire comme elle l'a fait, lettre de mission à l'IGAS, à l'Inspection des Affaires sociales, où elle dit « Le féminin et le masculin sont avant tout, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui le dit, des constructions sociales. La cible des enfants de moins de 3 ans se doit d'être au cœur des préoccupations des politiques publiques dans la mesure où les assignations à des identités sexuées se jouent très précocement. » Alors ça fait beaucoup de choses, vous mettez beaucoup de choses sur la table. Caroline Dehaze, on instille un trouble dans la tête des enfants à l'école en France? Vous savez, le trouble aujourd'hui, il est dans la société. Moi, juste parce que je suis née, je m'appelle Caroline, je suis née avec un chromosome XX et puis j'ai un vagin. Et ben juste pour cette raison, à ma naissance, on sait que globalement, je vais toucher à peu près 24% de salaire en moins, que j'ai un risque sur 10 d'être victime de violence de la part de mon conjoint, que j'ai un risque sur 10 d'être victime de viol également. Et on sait aussi dès le plus jeune âge que je vais avoir moins accès aux responsabilités politiques, que je vais avoir moins accès aux responsabilités économiques. Dès que je viens au monde, c'est-à-dire que je n'ai même pas commencé à réfléchir, que déjà la société dans laquelle on est me dit en tant que femme, tu n'auras de fait pas les mêmes droits dans la réalité que les hommes. Et donc, le genre, c'est essayer de comprendre comment le fait de venir au monde avec un vagin explique que pendant toute ma vie, je vais me taper en gros 80% des tâches domestiques. C'est ça le genre, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que le fait de biologiquement être différente de quelqu'un d'autre, on pourrait faire la même chose sur les couleurs de peau. Quand on a des couleurs de peau différentes en France, on n'a pas tout à fait les mêmes droits. Dans les lois, on a les mêmes droits, mais dans la réalité, par exemple, dans l'accès à un logement, quand vous êtes noir et blanc, c'est pas pareil. Et les questions de racisme, de sexisme, toutes ces questions-là, elles essayent de comprendre comment c'est possible. Comment c'est possible que juste parce que je suis née avec un vagin et pas avec un pénis, j'ai pas les mêmes droits que les gens qui sont nés dans la même génération que moi. C'est totalement injuste. Est-ce que vous dites que l'école doit aborder ces questions-là aussi? L'école, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quand l'école explique qu'il faut bien se conduire au volant. Moi, quand j'étais en 5e au collège, on m'a par exemple fait des tests de sécurité routière. C'est marrant parce que j'ai entendu personne monter au créneau en disant « Ah là là, ce n'est pas le rôle de l'école ». Évidemment que c'est le rôle de l'école d'apprendre à être des citoyens et des citoyennes. Et l'école, elle nous apprend par exemple à bien nous conduire au volant. Pourquoi est-ce que l'école ne nous apprendrait pas que les filles et les garçons, en fait, c'est pareil d'un point de vue de l'égalité des droits et de l'égalité de la possibilité? Pourquoi est-ce que l'école n'apprendrait pas dès le plus jeune âge, et oui, dès le plus jeune âge, qu'on ne tape pas les gens? Que juste on ne tape pas, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Je suis d'accord. Mais là, je suis d'accord. Évidemment, lutter contre la violence. D'ailleurs, on le sait, les hommes sont plus violents que les femmes, et dans la cour de récréation, comme d'ailleurs au volant. Et donc là, je suis d'accord. Mais tirer parti, je dirais, de ces différences qui s'expliquent d'ailleurs effectivement par des différences biologiques. Moi, en naissant, vous revenez systématiquement aux différences biologiques? Non, notamment, mais en naissant, je ne pouvais être mère, je ne pouvais accoucher. Voilà, c'est une différence. Et d'ailleurs, peut-être on pourrait dire une discrimination. Pourquoi pas, si on va jusqu'au bout de la logique de certains. Mais de mettre sur la table, attendez, pardon, mais de mettre sur la table à l'école les problèmes de discrimination dont sont victimes les femmes. Est-ce que pour vous... Oui, le glissement, c'est entre la discrimination injuste qu'il faut combattre, ces stéréotypes du genre qu'il faut combattre chez chacun d'entre nous, chez moi, comme chez vous, comme sans doute aussi chez beaucoup de femmes. Mais où voyez-vous un glissement? Le glissement, c'est quand on commence à induire le trouble sur l'identité même de la personne. C'est ce qu'on observe dans ce que dit, et je l'ai cité, Madame Vallaud-Belkacem, lorsqu'elle dit que le féminin et le masculin sont avant tout des constructions sociales. Avons-nous des hommes hors sol
Où sommes-nous enracinés dans notre histoire personnelle, biologique, effectivement les chromosomes qui nous identifient. C'est que ça ne fait pas tout. Voilà. C'est quand même triste de limiter notre histoire à notre organe sexuel quand même. Parce que c'est vous qui le dites, moi je ne le dis pas. Si, heureusement que notre chacune de mes cellules est marquée par heureusement que notre identité, elle n'est pas liée uniquement à notre sexe et que notre identité, elle est liée à nos convictions politiques, à nos convictions religieuses éventuellement, à notre histoire, à notre identité. Elle est multiple, notre identité. Et le fait d'essayer, comme le fait le pape en fait, de manière un peu triste, à limiter de fait les êtres humains au fait qu'ils soient femmes ou hommes, comme si le fait d'être femme ou homme nous inscrivait, comme vous le dites, dans une histoire prédéterminée. Moi, ça me rend triste. Et surtout, ce que je trouve très triste en fait dans ce débat, c'est que moi, je pense qu'on évite le fond du problème. Je pense qu'il y a un désaccord politique. Moi, j'ai un désaccord politique avec le pape, par exemple, sur le rôle des femmes et des hommes dans la société. Quand vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit noir sur blanc que la femme a un rôle spécial à jouer au sein du foyer, comme si elle avait un rôle différent de l'homme dans la répartition des tâches domestiques, dans le fait d'élever les enfants, alors qu'en fait, chacun a un rôle particulier. On va vous poser directement la question, Tugdual Derville. Est-ce que vous considérez que les hommes et les femmes n'ont pas le même rôle dans la société? Je pense que, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre Le temps de l'homme qui vient de sortir, que nous avons un très précieux patrimoine dans notre anthropologie, dans l'histoire de l'humanité, qui est, et là je paraphrase Lionel Jospin qui l'a dit nous sommes faits d'hommes et de femmes. Et notamment, nous sommes tous issus du corps d'une femme. Nous avons tous été forgés, nous sommes tous déployés dans le corps d'une femme. Et ça induit, qu'on le veuille ou non, une différence qui pour moi est d'une immense richesse. Mais est-ce que cette différence physique implique systématiquement une différence de rôle social? Eh bien, après, quand on a été accueilli par sa mère ou par peut-être une autre femme, on a pu être nourri aussi au sein maternel. Ça induit un certain nombre de différences qui, pour moi, ne sont pas des discriminations. Ce sont des éléments de richesse. Et ce qui est, je pense, à la source de cette théorie que nous contestons, cette théorie du genre, c'est cette déconstruction de notre identité sexuée. C'est d'affirmer qu'il y aurait une identité entre hommes et femmes qui nierait cette réalité très profonde qui est structurante et qui fait, si on la nie, si on l'étouffe, si on la censure, qui induit des troubles très forts et qui en plus induit d'autres discriminations, d'autres injustices. Caroline Dehaas. D'abord, je trouve que c'est quand même assez, j'allais dire ironique, en tout cas c'est pas très drôle, de voir le pape expliquer qu'il est pour l'égalité femmes-hommes. Je rappelle que c'est un des premiers militants activistes contre le droit à l'avortement en France. D'ailleurs, ça se voit, enfin dans les manifestations, la manif pour tous, on voyait aussi des slogans anti-IVG. Donc on voit bien. Quel rapport par ailleurs comment est-ce que vous défendez l'égalité? Quel rapport entre votre féminisme et la question de quel rapport entre l'égalité et l'interruption volontaire de grossesse? Quand vous êtes une femme et que vous ne pouvez pas décider d'interrompre ou pas une grossesse, comme le souhaite le pape il est aussi en train. Est-ce que vous avez conscience, Caroline Dehaas, d'interdire la contraception, par exemple, que 80 millions de femmes dans le monde ont été victimes d'un autour de la théorie du genre à l'école. Oui, mais le départ, c'est le pape qui explique qu'il est contre cette soi-disant théorie du genre pour favoriser l'égalité. Un monsieur qui dit qu'il est pour l'égalité, alors qu'en parallèle, en Pologne, on est en train d'interdire grâce, je mets des guillemets à grâce, à l'Église catholique, l'avortement en cas de viol et qu'on est en train d'interdire la contraception. Elle est où l'égalité entre les femmes et les hommes, comme les femmes ne peuvent pas décider de leur sexualité? Vous avez mis le sujet de l'avortement sur ce plateau. De l'égalité femmes-hommes, parce que c'est très lié. Est-ce que vous ignorez qu'en Inde et en Chine, il manque dans chacun de ces pays 40 millions de femmes, parce que justement les stéréotypes du genre appliqués aux femmes en fait des victimes de l'avortement, et qu'elles sont les premières victimes au monde de cet avortement? Quel est le sens d'une égalité que vous proclamez entre hommes et femmes, qui fait que finalement les femmes sont les premières victimes de ce que vous affirmez comme étant l'égalité? Je pense qu'on s'éloigne du débat. J'ai encore une question pour vous. C'est quand même un scandale stupéfiant que les féministes devraient saisir. Tugdual Derville, encore une question pour vous qui m'a été soufflée par plusieurs témoignages ce matin dans la rédaction de pères et de mères qui trouvaient que l'école encore aujourd'hui appliquait énormément les stéréotypes filles-garçons et faisait encore beaucoup de différences. Je vais caricaturer, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Je pense que Caroline Dehaas a raison d'évoquer les discriminations salariales comme étant véritablement un scandale contre lequel il faut savoir lutter. Et moi, il y a une seconde. Oui, justement, j'aimerais plutôt que de saisir dès le plus jeune âge, d'induire des troubles sur leur propre identité, je pense qu'effectivement, il faut aider les filles à devenir pleinement filles et à s'assumer dans leur féminité, et aider les hommes à devenir pleinement hommes et à s'assumer dans leur virilité. Et je ne crois pas qu'une guerre des sexes va régler les problèmes des inégalités et des conflits, de la violence dans notre société. Et bien au contraire, moi, je me sens partie de l'humanité. Pas de guerre des sexes, Caroline Dehaas.
Devasse. C'est là qu'il y a une contradiction. C'est-à-dire que depuis des années, ce que fait l'école, c'est justement ce que vous décrivez. C'est-à-dire de mettre les filles et les garçons dans des cases différentes. Et c'est ça qui est complètement contradictoire. C'est que, en fait, vous voulez maintenir ce système qu'on a aujourd'hui, qui met les filles et les garçons dans des cases différentes et qui produit de la violence et des inégalités salariales. Nous, on veut le déconstruire. Désolé, ce débat arrive à sa fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre en direct sur Europe 1. Tugdual Derville, délégué général de l'association Alliance Vita. Je vais redonner le titre de votre livre, Le temps de l'homme pour une révolution de l'écologie humaine. C'est aux éditions Plomb. Caroline Dehaze, cofondatrice d'Oser le féminisme. Merci beaucoup d'être venue sur Europe 1 en direct.